Bonjour à tous, bienvenue à notre atelier organisé par Dinaïol avec la participation du groupe SOR. On va vous parler de la sécurité des web services dans un environnement agile, dans un environnement avec un contexte un peu DevOps et un peu de flexibilité et de rapidité. J'anime cet atelier avec Mathias du groupe SOR, la RSSI du groupe SOR. Bonjour Mathias, et on va passer à peu près 3 quarts d'heure ensemble. On va avoir, on va essayer de tenir en 35 minutes la présentation pour laisser les questions-réponses à la fin. Comme ça, si vous avez des questions-réponses, essayez de les mémoriser ou de les garder pour la fin, s'il vous plaît. Vous avez peut-être trouvé sur vos chaises des papiers, n'hésitez pas à jouer, c'est un jeu concours. Vous savez, certains d'entre vous savent qu'on est membre fondateur d'Exatrust, qui est un groupement de quelques entreprises de sécurité informatique françaises. Je ne vais pas vous dire combien, parce que c'est la première question, je ne vais pas vous aider. Mais du coup, jeu concours, on donne une fois par jour un gyropode, tirage au sort sur ceux qui ont les bonnes réponses. N'hésitez pas à jouer. Et on commence tout de suite. On va avoir 3 parties dans cet atelier. Une première partie de contexte, où on va essayer de décortiquer un peu ce que sont les web services, les moyens d'attaquer des web services, quelques cas de compromission sur des web services, un peu de contexte, d'introduction. Mathias ensuite donnera un retour d'expérience sur ce qui a été implémenté dans le groupe SOR en termes de sécurisation des web services, essentiellement autour de l'authentification. Et puis en troisième partie, quelques autres idées, quelques autres solutions et idées pour protéger vos web services. Donc, on commence tout de suite par cette introduction. Le contexte dans lequel je pense que vous êtes tous est un contexte qui évolue vers la rapidité. Tout va de plus en plus vite, vous avez une flexibilité, les études réduisent les cycles de développement, l'intégration est continue, le delivery est continu, et l'opération se fait avec un rythme qui est différent sans doute d'il y a seulement quelques années. Et dans ce contexte-là, on a naturellement moins de documentation, on va plus vite, on essaie de faire plus léger, on puise dans des ressources qui sont parfois en externe. Parfois, certains d'entre vous ont des clouds internes qu'ils ont montés pour offrir ces ressources à la demande. Mais l'idée derrière est d'aller toujours plus vite. Les études le demandent parce que le business le demande. Je pense que vous êtes tous soumis à cette accélération. Et ce contexte, on va le voir, est important et à déterminer certaines évolutions technologiques, en particulier dans les web services. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas SOAP-REST, voilà une explication assez claire, je pense. Est-ce qu'il y en a qui... SOAP, ça parle à certains ou pas? Oui, peut-être ça va à peu près. REST aussi, vous savez un peu ce que c'est? Aussi, bon. Ça vous dit quelque chose? Tant mieux. Alors, une petite comparaison pour illustrer visuellement, vous avez sur la gauche une comparaison entre SOAP et REST, c'est le même appel de web service entre SOAP et REST. Donc vous voyez dans le SOAP tout ce qu'on appelle l'overhead, c'est toute la partie noire qui ne sert à rien, qui est juste l'enveloppe, qui permet juste de dire je veux les détails de l'utilisateur de ça. Le reste est quand même un peu plus direct. Côté XML et JSON, même combat. Le XML, vous voyez toutes les balises de XML, c'est que la partie noire, vous voyez, les parties noires qui sont le contenu utile. Le JSON, vous voyez qu'il allège quand même beaucoup, rien que par les balises fermantes. On gagne beaucoup de données et on évite de transmettre des bytes et des bytes qui ne servent à rien, au final. Et c'est l'une des raisons qui fait que l'adoption aujourd'hui du REST explose. Le SOAP traditionnellement était utilisé pour des communications machine à machine entre partenaires et entreprises. Donc c'était un peu l'évolution HTTP-ifiée du RPC. Donc c'était bien, c'était archi cadré, archi formalisé, avec toutes les méthodes WS Security qui permettaient de formaliser tout chiffrement, token et compagnie sur le... Donc le SOAP XML avait plein d'avantages, maintenant c'est très lourd. C'est lourd en termes de data échangée et c'est lourd en termes de formalisme. Et donc ça va un peu à l'encontre de l'agilité dont je parlais juste avant, de cette accélération et de cette flexibilité. Donc on a aujourd'hui une explosion du REST quand on prend des applications mobiles. Les applications mobiles, elles sont pas encore, vous n'avez pas partout de la 5G, donc quand vous avez pas mal d'octets à transférer, vous voyez ici que le REST avec du XML, ça va 2 fois plus vite que le SOAP, et quand vous faites du REST avec du JSON, ça va 20 fois plus vite.
Donc rien que dans le transfert des données entre le mobile et le web service qui sert les données, bah, vous voyez que moins il y a de données à transférer et plus ça charge vite. Et c'est une des raisons évidemment de l'adoption des API REST générales. Voilà, Chapman qui nous enseignait ça déjà à l'époque, il faut faire plus léger et j'adhère assez à ce principe-là. Et du coup, dans l'évolution des technologies, on voit qu'on a une explosion vraiment de cette technologie REST-JSON et on va essayer d'articuler un peu la discussion autour de ça, même si je pense que vous avez encore beaucoup de web services qui sont en SOAP XML, qui est un peu le traditionnel. Alors, la suite, pardon, si, voilà, petite lecture. Le reste peut avoir aussi ses défauts. Grave problème de politesse chez le... Alors, on va décortiquer comment on fait pour exploiter un web service, comment attaquer un web service, avec deux exemples, deux cas. Le premier, c'est ce qu'on appelle RUI, Rich User Interface. C'est un site web qui est complexe, qui a toute une interactivité avec l'utilisateur et qui va appeler des web services pour charger les données qui sont mises en forme par cette application technique. Donc là, assez simple, hein, vous regardez le site web, vous ouvrez le panneau des outils de développement et vous voyez tout de suite les appels qui sont envoyés vers les web services. Et là, c'est trivial de voir le formatage des données, de voir la logique des appels et ensuite de se greffer dessus pour l'exploiter. On a ainsi pas mal de retours qui sont autour du scrapping, hein, vous savez, c'est l'aspiration des données dans les contextes de e-commerce, ce genre de situation. Bah, vous avez des robots qui viennent aspirer vos données tous les jours, et ça, c'est grâce à des web services qui sont faciles à interroger et où vous n'avez pas de limitation d'aucun ordre. Donc, les données se font comme ça aspirer tous les jours et les concurrents s'ajustent un centime en dessous. Donc, cas atypique. On le voit ici sur cette illustration d'un site de e-commerce, moi je ne vais pas vous les nommer, mais qui est un des premiers sites e-commerce français, où vous avez, quand vous cliquez sur la page 2 du site web, bah, vous voyez que l'application est vraiment une RUI, puisque c'est elle qui va mettre en forme le JSON que vous voyez sur la droite. Hein, les données renvoyées par le web service, c'est des données au formatage JSON que l'application va mettre en forme pour vous afficher les articles joliment tels qu'ils sont présentés à l'écran. Donc il suffit ici de regarder le retour et on peut très facilement dire ben voilà, je fais tel appel de web service, je récupère le nœud, donc prix pour un machin, la description, etc. Et vous avez directement les données du site web déjà toutes formatées. C'est extraordinaire. Vous n'avez même pas besoin d'aller parser du HTML et d'extraire à partir de certains champs. Là, vous avez déjà la donnée directement toute formatée. C'est le pied, en tout cas pour aspirer des données, c'est ce qui est extraordinaire. Tous les sites ne fonctionnent pas encore comme ça, mais c'est quand même la tendance. Deuxième cas concret, l'application mobile, qui peut-être vous intéresse un peu plus, qui est de plus en plus courant. Une application mobile aujourd'hui, très peu d'exceptions près, une application mobile interroge les web services. Donc l'application, c'est un client lourd qui va interroger les web services et récupérer par l'API les données qui vont être, encore une fois, mises en forme côté client. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué, parce que comme ce n'est pas un navigateur web, vous n'avez pas une petite développement aisément accessible comme dans un navigateur. Donc vous allez intercaler un proxy. Tout le monde sait ce que c'est un proxy? Ouais. Donc, le proxy, vous le configurez dans le téléphone mobile. Toutes les requêtes du téléphone mobile vont au proxy, et le proxy renvoie les requêtes à l'API. Et donc, vous êtes au milieu et vous voyez tous les appels qui sont faits par l'application mobile sur l'API. Ça marche très facilement lorsqu'on est en clair, lorsqu'il y a du SSL, du HTTPS. Lorsque vous interrogez l'API dans HTTPS, bah, c'est chiffré de bout en bout. Donc, là, il y a quand même une solution. Quelqu'un la connaît? SSL. Donc, effectivement, assez classique. Vous allez rajouter... Vous allez générer un certificat factice, un certificat auto-généré, auto-signé au sein du proxy, qui va être validé parce que vous insérez l'autorité de certification du proxy dans le téléphone mobile. Comme ça, le téléphone mobile, il a confiance dans le proxy.
le certificat est validé, et ainsi le proxy peut déchiffrer tout le trafic. Et une fois que vous déchiffrez tout le trafic, là aussi, vous faites du reverse engineering, c'est-à-dire que vous comprenez la logique des appels de web service, vous regardez toute la structure, vous voyez comment les données sont formatées, etc. Une fois que vous avez tout ça, eh ben, il est assez aisé de reproduire ces appels. Donc si vous avez une authentification, une session, eh ben, vous la créez et puis vous passez les tokens dans tous les appels suivants. C'est assez aisé généralement de reproduire des web services. Il y a même très souvent sur ce type d'API, il y a des librairies un peu officieuses qu'on peut trouver ici et là sur Internet. Vous tapez facilement des API de n'importe quel web service, des librairies de n'importe quel web service, et vous allez trouver des petites librairies dans tous les langages que vous souhaitez. Ça mène à des exemples de compromission avérés, et on va en regarder 4 ensemble. Je vais passer assez rapidement dessus, il ne s'agit pas d'y passer une heure, mais je pense que c'est intéressant pour illustrer les différents problèmes de sécurité qu'il peut y avoir sur les web services. Moi, je vois trop souvent des gens qui sont conscients des problèmes de sécurité des sites web, qui ont cette culture, qui ont acquis cette maturité, et qui disent « oui, mais les web services, c'est entre moi et moi. Je veux dire, j'ai fait l'application mobile, j'ai fait le site web, donc je discute entre moi et moi, il n'y a pas de problème. » Et vous voyez là dans l'exemple qu'en s'interposant, un attaquant peut comprendre la logique de communication entre le client et le serveur, et ainsi la rejouer et trouver des failles éventuellement dans l'API, et puis s'en servir pour détourner l'usage de l'API. Alors, premier exemple, Tinder. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Tinder? Non. Non. Alors, bon, ça tombe bien, là, les mains ne se lèvent pas. Tinder est une application de rencontre donc, qui vous propose, en fonction de votre profil, qui vous propose toute une série de profils qui sont censés vous plaire. Donc on va imaginer que je suis inscrit sur Tinder et que donc on propose des dames avec tous leurs profils qui m'est transmis, évidemment, via une API. L'une des anciennes versions de l'API, ça a été fixé depuis, hein, je suis désolé pour... vous ne pourrez pas y avoir accès. Une des anciennes versions de l'API envoyait la position longitude, latitude des profils. Et c'était le téléphone, donc côté client, qui disait en fonction de la localisation du téléphone, je calcule la distance. Donc, évidemment, le calcul il est fait côté client, c'est plus efficace que de le faire côté serveur. Le problème, c'est que du coup, il suffisait de s'interposer comme on l'a vu dans l'API, et donc dans toutes les réponses, à chaque fois qu'il y avait un profil qui était sympa, et voilà, la jolie fille du coin, on savait exactement à 10 mètres près où est-ce qu'elle était. Ça peut poser un souci. Toute une série de robots qui se sont développés autour de l'usage de cette API qui est toujours non documentée, hein, rien de public, hein, c'est l'API on est toujours entre l'API utilisée par l'application mobile pour charger ses données. Hein. Donc c'est l'API privée, interne, Tinder. Voilà, il y a quand même pas mal de robots qui se sont développés autour. Des robots qui évidemment matchent systématiquement, hein, ça évite d'avoir la tendinite au pouce pour ceux qui ont déjà essayé l'application. Des robots qui font des faux profils, et puis qui ensuite font converser des hommes qui ont matché avec une nana factice. Donc c'est aussi, je pense que ça doit être assez marrant à regarder. On a eu des robots en tout genre, même des services tiers. Il y a un service commercial qui vous permet de savoir si votre partenaire est inscrit sur Tinder ou pas. Donc vous voyez que tout ça qui s'est créé, un microcosme qui se crée autour de l'exploitation d'une API officieuse. On est encore une fois dans une API non documentée. Tinder n'a jamais dit « allez-y, utilisez mon API, faites ce que vous voulez avec ». C'est l'API qui est utilisée par l'application mobile. Et malgré tout, ce sont des usages qui sont révélés très courts. Deuxième exemple, la Nissan Leaf, vous savez, la voiture électronique de Nissan, qui elle aussi propose une petite API qui sert à une application mobile, sympa, ça permet de récupérer les infos de la voiture et de contrôler la clim. Bon, sauf que pas d'authentification sur l'API, il suffit juste de passer le VIN, vous savez, le numéro unique de la voiture. Bon, en gros, vous regardez, très souvent c'est inscrit sur le pare-brise, je ne sais pas si vous avez vu, mais vous voyez une Nissan Leaf dans la rue, vous vous amuserez, maintenant ils ont retiré l'application depuis. Et on pouvait s'amuser avec. Alors l'API, on peut imaginer qu'ils l'ont déprovisionné avec, ça serait une bonne idée, mais parce que sinon, vous voyez une Nissan Leaf dans la rue, vous regardez le numéro de VIN et puis voilà, et puis vous pouvez mettre les sièges chauffants. Beaucoup plus intéressant Tesla qui est allé évidemment beaucoup plus loin dans l'intelligence et l'IT embarqué dans la voiture. Tesla, on a ici une authentification qui est simple, hein, login mot de passe, et on va espérer que le mot de passe soit vraiment complexe parce que en fait l'API, encore une fois, sert l'application mobile de Tesla, elle sert à déverrouiller les portes, elle sert à démarrer la voiture, elle sert à ouvrir le coffre, elle sert à ouvrir le toit, enfin, on peut vraiment tout faire par le web service. Le mot de passe,
de ce que j'ai vu, il nécessite quand même 8 caractères et chiffres et lettres, un truc comme ça. Donc, il y a un début de complexité quand même dans le mot de passe. Il faut vous souhaiter de ne pas mettre le nom de votre chien ou votre date de naissance parce que sinon ça sera vite compromettant. Et donc là encore un exemple où vous tapez Tesla Model S avec librairie ou je sais pas quoi, et il y a des GitHub avec des librairies officieuses qui vous permettent d'interfacer avec votre voiture en 2 lignes de code. C'est encore une fois un usage détourné d'une application, d'un web service qui est non documenté. Okay. Troisième exemple, le cas de iCloud, le piratage à iCloud, vous en avez peut-être entendu parler, surtout par son résultat. La méthode a été un peu controversée, j'ai retenu celle qui, a priori, est la plus probable. Toutes les applications d'Apple nécessitent, pour se connecter, votre adresse mail et un mot de passe. Toutes. Donc c'est super pour faire du single sign-on, c'est une authentification simple de single sign-on. Et la particularité, c'est que ce login mot de passe sert aussi à s'authentifier sur le iCloud. Vous savez, iCloud, c'est ça qui récupère le service qui synchronise automatiquement vos photos, sauf si vous le désactivez. Par défaut, ça synchronise vos photos dans le cloud, comme ça vous ne perdez rien, c'est génial. Mais ça sert aussi pour un autre service d'Apple qui vous permet de géolocaliser votre téléphone. Vous l'avez perdu, vous pouvez le retrouver grâce à ce service, cette application Find My iPhone. Application qui, comme toutes les applications, repose sur un web service, sauf que ce coup-ci, le web service, contrairement à toutes les autres applications d'Apple, n'avait pas de vérification de brute force sur l'authentification. Donc il n'y avait pas genre 3 essais infructueux, on bloque. Donc le gars qui a trouvé ça, il s'est dit, je vais en profiter, je vais essayer. Il a injecté quelques centaines d'emails de célébrités, quelques dictionnaires à base de date de naissance et de nom de chien, je pense. Et assez rapidement, plusieurs dizaines de comptes sont tombés. On a vu, du coup, le gars a eu des logins mots de passe personnels, donc de célébrités, qu'il a ensuite exploité pour se connecter à leur iCloud, récupérer des photos. J'ai trouvé la photo la plus habillée de ce hack. Et ces photos qu'il a ensuite revendues par 4chan. Donc peut-être que par les photos, vous avez entendu parler de l'histoire, mais je voulais retracer un peu la méthode pour y arriver. On est typiquement dans un hack, dans un brute force sur l'authentification. On pense toujours à l'authentification dans un formulaire web. Et vous voyez, sur un web service, on est exactement dans le même problème. Dernier exemple, est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est que l'injection SQL? Rapidement, les têtes se hochent, ouais, ça va, ok. Alors, l'injection SQL, on la connaît bien historiquement depuis 20 ans sur les sites web. Et c'est tout à fait possible aussi sur les web services, pas de raison. On a un exemple là sur votre droite. Quand vous envoyez un login mot de passe dans un formulaire posté sur un site web, c'est exactement pareil. Si vous postez du JSON dans un web service, vous pouvez, dans le password, injecter de la même manière une injection SQL. Le cross-scripting, bon, même si dans un client lourd, c'est peut-être différent, mais le cross-scripting peut également marcher. Et tout autre type d'attaques qui sont valides sur les sites web, on peut trouver leur équivalent et les transposer sur les web services, très souvent. Il y a une famille qui est un peu particulière au web service sur le XML, parce que le XML est un format un peu plus ancien peut-être que le JSON, et qui du coup a vu naître pas mal de processing côté serveur sur le XML. Donc on a typiquement de la transformation XML, on a de la recherche d'éléments, de la recherche de nœuds, ce qu'on appelle le XPath sur un fichier XML. Et dès lors qu'on introduit de la logique côté serveur, et évidemment on peut détourner cette logique à l'insu du développeur qui a pensé la chose d'une certaine manière, et on va la détourner pour en faire autre chose. On a ici quelques exemples, je ne vais pas les détailler tous. Si vous tapez XML attaque, vous aurez toute la prose qui va bien sur le sujet. C'est juste pour vous dire, les web services peuvent être tout aussi attaqués et tout aussi vulnérables qu'un site web. Je ne sais pas si vous en avez tous conscience, mais en tout cas c'était l'objectif de cette introduction. Je vais passer tout de suite la parole à Mathias, qui va nous faire le retour d'expérience de ce que le groupe SOR a implémenté en matière de sécurité web service.
un petit peu sur la fin, mais permettre... Merci, Mathias. Moi, je vais aussi encore plus accélérer parce que on doit libérer la salle, je me fais signe, on doit libérer dans 5 minutes absolument, donc je vais passer très vite. Si vous avez des questions, on est disponible, on est en entrant à gauche dans le village Exatrust, et puis Mathias va peut-être rester aussi un petit peu si vous avez des questions pour Mathias. Donc je vais aller assez vite dessus. Quelques très rapides recommandations qui répondent aussi aux exemples que je prenais en introduction. On voyait tout le détournement d'API, et ben une première recommandation, pourquoi pas, réfléchissez-y, documentez-les, rendez-les publics, mettez-y des conditions d'utilisation, et puis versionnez-les, et ça vous aidera à améliorer leur qualité. Walmart l'a fait, pourquoi pas vous. Le deuxième, c'est la validation. Mathias en parlait un petit peu, c'est de s'assurer que les requêtes correspondent bien au point d'entrée de l'API. Voilà, vous dépréciez une version 1 de l'API, et ben vous la retirez de la whitelist, et vous ne pouvez plus l'appeler, et donc comme ça c'est réglé, ça rattrape effectivement des choses qui peuvent être obsolètes. Que voici. Dans le SOAP, il y a le fameux fichier WSDL, pour ceux qui connaissent. Le reste, il y a différents équivalents d'OpenAPI, Swagger, AML, Waddle et compagnie, mais ça vaut un peu tout ça. Dans un contexte REST, comme on a vu que les développeurs, contexte agile, les DevOps, tout ça, ils vont de plus en plus vite, ils documentent de moins en moins. Donc c'est possible que vous n'ayez pas, dans le reste, vous n'ayez pas ces fichiers-là. Il y a des solutions, on peut apprendre automatiquement la description d'un web service. Alors, vous avez une source de confiance sur les critères que vous définissez, vous dites bah là je vais constituer ma whitelist, mon sitemap, et puis je vais valider toutes les autres requêtes de l'internet versus cette sitemap. Troisième cas, pour éviter l'interception, on a vu que les pirates ils se mettent au milieu pour intercepter et faire du reverse engineering. Donc le SSL, c'est basique, on a vu qu'on pouvait le contourner, mais malgré tout ça a son utilité. Deuxième idée, c'est le chiffrement des messages qui sont transmis, que ce soit en XML ou en JSON, vous avez des manières de chiffrer le contenu des messages, aussi ça peut avoir son sens. La signature, donc, exemple avec l'API d'Amazon, vous prenez la requête, vous rajoutez un peu de données de date, de token, d'API, etc. Et puis vous hachez tout ça et ça vous sert de signature à vos requêtes. Ça évite qu'elles soient manipulées et transformées à la volée sur le chemin. Une bonne idée, là, le dernier point, il n'y paraît pas, mais j'ai vu ça, c'est assez intéressant. La capacité d'un serveur d'envoyer une sorte de challenge à l'application mobile. Il y a une sorte de captcha, sauf qu'il n'y aura rien de visible pour l'utilisateur, c'est vraiment l'application mobile qui va répondre au challenge. Et pour peu que l'application mobile soit un peu subtile, que le code soit offusqué, etc., le gars il va devoir vraiment rentrer dans l'application pour comprendre et faire le reverse engineering de l'application pour arriver à s'en sortir. Donc comme on voyait, l'interception des appels de web service, ça ne lui servira à rien parce qu'il ne pourra pas rejouer ce challenge, donc il ne pourra pas exploiter votre API. Si vous souhaitez les garder privés, ça peut être une idée. On en discutera pour ceux que ça intéresse. L'authentification, Mathias en a pas mal parlé, donc je vais passer très vite. Les certificats, fédération, délégation, ça vous parle, sont des standards de toute manière. Donc là, je passe super vite. Vous développez sur Android, j'ai fait la copie d'écran sur Android. Là, vous avez les API, vous avez les SDK de tous les langages du monde. Donc si vous voulez faire un peu ce type de mécanisme de fédération d'identité avec différentes applications qui se fédèrent et qui ont un identity provider, un peu à la mode SAML, il y a toutes les librairies qui vont bien pour faire ça. Et le dernier slide, sur l'anti-robot, l'anti-bot, les méthodes d'examen des requêtes ou même d'authentification, on a vu que ça peut être bypassé. La meilleure méthode pour faire ça, c'est vraiment le comportemental. C'est de suivre l'utilisateur à travers ses appels de web service ou son parcours dans un site web, de lui assigner un score de confiance, et ce score il va évoluer en fonction de son comportement. Donc là je mets quelques exemples. Typiquement, s'il va un peu trop fort, c'est a priori pas humain. S'il demande 10 000 articles à partir de l'API, non, il n'y a personne qui achète 10 000 articles sur un site de e-commerce. Donc quelques indicateurs, vous combinez avec de la géolocalisation et plein d'autres choses, et ça peut faire évoluer ce score, et puis quand ça baisse trop, vous réagissez. Il y a le fameux CAPTCHA, qui fonctionne bien en liste de réaction. Et vous avez toutes les réactions possibles, vous pouvez, c'est l'objet de papier entier, donc vous pouvez le rediriger, le temporiser, lui envoyer des captcha, des challenges divers et variés.
L'anti-robot, j'insiste dessus parce que c'est une problématique très très actuelle et aujourd'hui la grande majorité des attaques sont robotisées. Donc, et reproduisent de manière assez fine et assez subtile le comportement humain. Donc c'est l'anti-robot, l'anti-scrapping, tous ces sujets-là, c'est un sujet d'actualité sur lequel on travaille. Okay. D'autres questions? Merci pour votre attention. Merci et bonne journée.